papa, enfin je suis soulagé. Plus de douleur d'articulation ni dans la poitrine, plus de fièvre, plus de vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret? Oh mon fils, j'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BETS, ton état de santé s'est amélioré et ton tout dernier examen de l'autre forêt se montrait AA au lieu de SS. BETS, c'est un produit rénovateur des cellules sanguines falciformes et très efficace dans les traitements de l'anémie SS. J'ai une santé de fer. Peut-on vraiment guérir de l'anémie SS? Comment attrape-t-on l'anémie SS? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA, situé sur l'avenue Kisangani numéro 8 dans la commune de Ngaba, référence maison communale de Ngaba, vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces. Bonjour chers internautes, bienvenue pour essayer de parler de notre pays. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur le rôle de l'indépendance et ce que ça signifie vraiment l'indépendance pour la population congolaise, mais aussi pour d'autres pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique subsaharienne qui ont également accéder à l'indépendance juste avant ou après le 30 juin 1960. Jour pour jour, nous y sommes à 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Est-il pour nous une raison de fêter ou c'est une opportunité qui nous est donnée, nous, cette génération, de nous mettre en cause sur les éventuels ou sur les échecs du passé. J'aimerais également essayer de réfléchir sur les rôles qu'a joué chaque président de la République et ce qu'il a laissé comme message. C'est vrai que dans cette logique-là, la présentation, cette petite analyse pourra nous amener à de longues minutes. Je vais essayer de raccourcir. Notons ceci qu'en 1960, à l'indépendance, il n'y a pas eu seulement une ou deux personnes qui ont lutté pour l'accession à l'indépendance. C'était un mouvement de pensée qui est né à travers l'Afrique subsaharienne ou à travers le monde, mais particulièrement en Afrique, et avec des gens qui, comme un seul, se sont tous levés pour lutter sur la décolonisation et faire passer chaque État à l'autonomie. En République démocratique du Congo, comme je disais, c'était le 30 juin. Et cela a amené donc à obtenir l'indépendance précoce pour certains, acquis pour d'autres, donnée pour les uns. Mais dans la logique de fait aujourd'hui, nous nous rendons compte que après l'accession du pouvoir du président Kassavobou, le même colon d'hier ont mis la pression pour que les camps se déchaînent et se déchirent. Et cela a entraîné, bien entendu, l'arrivée de Joseph Mobutu Seko Ngwendo Wazabanga, qui, en 1974, lors de l'Assemblée générale des l'Assemblée générale des Nations Unies, si nous en souvenons très bien, il a fait un discours qui est resté mémorable, où il a parlé de deux camps, des dominés et des dominateurs, des exploités et des exploiteurs. Dans son discours, Mobutu, il fait allusion à la manière dont le plus pauvre enrichit les plus riches du pays riche. Et que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même approche que nous aujourd'hui qui estimons que le plus riche doit soutenir le pauvre des plus pauvres. Depuis ce discours, qui est resté pour d'autres personnes mémorable et pour d'autres peut-être c'est déjà passé, ça n'a pas de raison d'être, il y a eu beaucoup de séquences et d'événements à travers l'Afrique. L'Afrique a connu beaucoup de turbulences, notamment les conférences nationales souveraines, la démocratie par l'intronisation des élections, ainsi de suite.
La gestion du pouvoir via la dictature, tout en passant par un scénario que j'appellerais la démocratie et l'élection, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours ça. Et aussi la malcompréhension que j'appelle le fait qu'un pays, un parti politique se retrouve au pouvoir et à tout prix reste à se maintenir au pouvoir au plus longtemps que possible. Cette malcompréhension a certainement amené l'arrivée des musées Kabila, Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila aussi, avec des accords avec ses partenaires et ses pairs, se retrouve au pouvoir, partant sur une gestion que beaucoup de personnes aujourd'hui aussi vont certainement mettre en cause. Nous nous retrouvons avec un départ précipité et c'est son fils Joseph Kabila, que nous estimons que c'est son fils, bien entendu, je ferme la parenthèse, qui va accéder au pouvoir et qui va amener cette vague des élections, la première fois en 2006, en 2011 et en 2018. Et enfin, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, fils de Sphinx, qui est au pouvoir actuellement. Ainsi, vous avez remarqué, j'en ai cité 5. Et dans les 5 que j'ai cités, vous pouvez vite comprendre que l'état du pays, durant tous ces temps des indépendances, 1960, en 2021, 61 ans, 5 présidents. Et 5 présidents qui ont un bilan et qui, pour certains, bien entendu, c'est une réussite, pour les autres, ce n'est pas le cas. Mais la raison de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est en fait la mise en cause. Pourquoi devons un peu nous mettre en cause? La mise en cause et pourquoi cette mise en cause? Je vais évoquer les discours de référence de Maréchal Mobutu Sese Seko. Il disait que les pauvres de pays riches enrichissent les riches de pays pauvres. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre pays ou avec l'indépendance? Nous savons très bien que quand on est dépendant de quelqu'un, on est en quelque sorte aussi esclave de cette personne. Nous restons dans la dépendance aussi longtemps que la personne sera toujours là pour nous servir. Et c'est cette logique-là que Mobutu a essayé de révéler à travers le monde, que quand le pays riche envoie le peu d'aide aux pays pauvres, c'est avec des caméras, de bruit, des micros pour montrer que voilà, nous sommes en train d'aider les pays pauvres. Et le pays pauvre aussi, de son côté, quand il reçoit les remerciements, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, amenez-nous encore. Cette dépendance à travers des siècles fit l'excellente manière de l'intégration de l'Église, de la colonisation au niveau du pays. On dépendait de l'aide des autres. Quand une personne passe, on sollicitait son aide. Et jusqu'à aujourd'hui, sommes-nous assez matures, 61 ans après, pour nous dire que voilà, il est temps de ne plus demander de l'aide? Pouvons-nous nous regarder d'en face et nous dire, oui, actuellement, la population congolaise, 61 ans après l'indépendance, nous sommes réellement indépendants et autonomes et nous n'avons plus besoin d'aide. La question, elle est très compliquée et mitigée. Mais qu'est-ce que cela implique dans notre vie des Congolais? Je vais illustrer ça par ceux qui travaillent ou ceux qui ont des associations ou des organisations sans but lucratif, ONG. Nous vivons complètement et nous vivons totalement pratiquement dans la dépendance. Nos ONG au Congo ne savent pas être autonomes. Ils attendent qu'un bailleur de fonds. Ils attendent un appel de projet pour qu'un bailleur de fonds puisse venir et financer. Cette logique, cette façon de fonctionner nous rend-elle vraiment indépendants? Que pensez-vous si
Même pour lancer un projet d'agriculture, nous avons besoin que l'organisation telle ou telle vienne nous aider avec des semences ou à financer la main-d'œuvre journalière. Sommes-nous réellement indépendants? Les concepts d'indépendance, ici, doivent sortir de la petite cercle qui est la famille jusqu'au niveau des sommets de l'État. Dans la famille, combien de personnes autour de nous attendent que nous intervenions pour qu'ils puissent trouver pain ou eau? Vous comprenez de là que c'est une dépendance qui est gangrénée en nous. Comment pensons-nous devenir indépendants si nous dépendons entièrement de l'autre? C'est vrai que nous ne pouvons pas vivre totalement l'indépendance, mais nous pouvons y réfléchir. Quand alors le pauvre de pays riches enrichissent le pays le plus pauvre, enrichissent les riches dans le pays le plus riche, qu'est-il question du Congo? Nous connaissons actuellement l'exode rural. Tout le monde veut aller à Kinshasa. La mégestion au sommet de l'État, le fait que l'homme domine l'homme pour son détriment, entraîne en quelque sorte que les autorités de l'exécutif qui doivent vraiment faire appliquer les dispositifs gouvernementaux pour faire avancer les provinces, les secteurs ruraux, ils abandonnent à leur merci. Et cela entraîne l'exode. Et vous allez remarquer qu'à Kinshasa, dans la capitale de Kinshasa, nous avons plus de jeunes, et beaucoup de jeunes. Et ces jeunes viennent de tous les coins du Congo. L'exode rural amène la jeunesse de quitter leur province et venir à Kinshasa. Pourquoi? Parce que celui qui est à Kinshasa, de temps en temps, il envoie un peu d'argent aux provinces, dans les provinces. Et là, on pense qu'à Kinshasa, on a tout. On peut venir. Et cette façon de provoquer l'exode, ça appauvrit sans ambiguïté les provinces. Et nous avons les conséquences, parce que la famine touche grandement et gravement les provinces. Or, la jeunesse, c'est d'abord la jeunesse qui est la première richesse de notre pays. La première richesse d'un contrée, d'un coin, du village. Sans cette jeunesse, on ne saura pas pérenniser les générations à venir. On ne peut pas prendre soin des parents, des personnes âgées et prévoir également les générations à venir. Nous sommes dans la dépendance totale. Mais quand est-ce que notre pays, quand est-ce que nous pouvons nous sentir indépendants? Et est-ce que le sens de l'indépendance peut-il vraiment être appliqué dans notre vie de tous les jours? Pour ceux qui savent un tout petit peu les pyramides de Maslow, il y a ce que nous appelons les besoins physiologiques, que l'État doit impérativement subvenir. Ainsi garantir qu'il répond aux besoins sociaux de la population. Et parmi ces besoins physiologiques, il y a trois choses primordiales. On a besoin de la nourriture, on a besoin d'un toit et on a besoin de s'habiller. Si l'État congolais, avec tous les potentiels, avec toute la richesse que nous avons au Congo, nous pouvons subvenir à ces besoins, une grande partie de la population congolaise se sentirait alors à un niveau de l'indépendance sur cet aspect. Mais comment y arriver? Connaissant le bilan de 61 ans passés. D'où la question ici est surtout la mise en cause. La mise en cause de ce que nous
nous avions acquis dans les 61 ans passés. Je reviens en parlant de l'exode rural. Ça entraîne que des personnes mal intentionnées ou bien intentionnées viennent s'installer dans nos territoires. Ils s'appliquent dans l'agriculture, dans l'élevage, ils intègrent notre mode de vie, ils apprennent nos dialectes. Imaginez 30 ans après, les enfants qui sont de cette contrée. Nous allons les appeler les étrangers ou bien nous allons les appeler les Congolais. Rappelez-vous ces discours, ces bruits qu'on a entendus sur la nationalité, la congolité ou les cas de, entre guillemets, le président Kamere, Burundais, pas Burundais, Ougandais, pas Ougandais, Rwandais, pas Rwandais. Chers amis, nous devons réfléchir sur l'importance du patriotisme dans notre pays, l'essence de leadership, l'essence des responsabilités que nous sollicitons, que nous voulons, mais surtout les concepts que la colonisation a détruits à nous, afin que nous puissions faire renaître l'authenticité qui est en nous. Il est très important, je pourrais dire très très important, de comprendre la dimension de ce que la vie aujourd'hui d'Afrique, d'un Africain qui vit dans un pays soi-disant indépendant traverse. Beaucoup de jeunes prennent des risques à la quête du bien-être, traversant la fleuve Méditerranée, l'océan ou des fleuves, et parfois au péril de leur vie. En tant que politique, en tant que leader d'opinion, en tant qu'un acteur du changement, quelle est notre part de responsabilité dans la conscientisation des gens? Dans son discours, Mobutu disait que même au niveau de l'éducation, quand un pays pauvre envoie 2 personnes pour obtenir la connaissance, ces personnes sont mises dans des situations ici en Europe qui les empêchent de rentrer dans leur pays. Rappelez-vous qu'on a parlé du Congo à un moment donné, de la diasporie au lieu de la diaspora. Quelle est l'image, le message que la diaspora aujourd'hui envoie à ceux qui sont restés au Congo, vous qui êtes actuellement dans l'exécutif, à la ceinture du président de la République? Quel est le message que vous donnez en tant que conseiller, mais aussi en tant que pratiquant des conseils pour dégorger ou pour résoudre les problèmes qui accablent ou qui percent les cœurs des Congolais de tous les jours? Vous comprenez sans ambiguïté que là aussi se posent des sacrés problèmes. La question revient alors vers nous, vers nous-mêmes, en nous posant, en nous interrogeant sur le fait que le fait d'être ici en Europe, le fait de se retrouver en Europe, le fait d'avoir fait des études en Europe, quel est notre apport pour les générations qui n'ont pas eu ce privilège de venir étudier en Europe? Je regarde à travers, autour de moi, autour des différents réseaux, des connexions que nous avions, on a autour de beaucoup de professeurs, beaucoup de doyens, des professeurs qui donnent des cours, des cours de matière, vraiment de matière forte. Et ces professeurs, la plupart sont aussi des Congolais, et parfois même d'autres pays de l'Afrique. Mais, et c'est ici en Europe, hein. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui fait que ces professeurs n'arrivent pas à mettre des dispositions en place dans leur pays d'origine pour pouvoir transformer les matières premières en produits finis? Nous avons des professeurs ici en Belgique qui donnent de la mathématique, de physique, qui donnent des cours, mais vous n'avez pas l'idée, mais d'origine congolaise.
Mais alors, je me pose, pourquoi on n'arrive pas à transformer notre savoir en pratique au Congo? Pourquoi quand on arrive au Congo, on préfère plus aller vivre dans le luxe, conscient que ce luxe-là est peut-être le fruit de la mégestion, le fruit des vols, le fruit de l'exploitation de ce qui est, ou de ce qui appartient à la population congolaise. Nous avons une grande responsabilité à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. Cette responsabilité risque de partir de génération en génération et nous risquerons sans ambiguïté aussi, à un moment donné, à laisser derrière nous l'échec total. Il y a certainement d'autres qui préfèrent privilégier les familles, privilégier un groupe, un crépuscule de personnes. Croyant que voilà, si on nous privilégions 300 personnes, peut-être ils pourront prendre la force des autres, supporter la masse des autres. La création de la classe moyenne, disait-il. Mais est-ce que cette classe moyenne est-il préparée selon la vision que vous voulez implémenter? Ou bien nous sommes en train de faire ce que nous appelons communément copier-coller, sans étudier les autres axes qui doivent nous permettre de comprendre réellement les pourquoi de telle ou de telle action. Chers amis, 61 ans après, nous avons des grandes responsabilités autour de nous. Nous avons le devoir de recadrer et de travailler sur la classe politique, mais aussi sur notre société. Nous devons centrer l'homme congolais, l'être congolais, au centre de toutes les préoccupations. C'est vrai que nous pouvons réfléchir sur ça dans plusieurs dimensions. Beaucoup de personnes aimeraient dire, oui, j'aimerais avoir réalisé tel projet, réalisé tel axe, faire ça. C'est très bien. Mais aussi longtemps que l'homme congolais n'a pas pris connaissance et conscience de la gravité de ce qui est autour de lui, du rôle qu'il a à accomplir, aussi longtemps qu'il est là présent, dans l'instant présent, il est difficile que nous y avançons. La prise de conscience doit être individuelle mais aussi collective. C'est pourquoi il est très important que nos acteurs politiques, ainsi que le père de formateurs ou les formateurs de pères formateurs, doivent impérativement travailler sur la compréhension des sens des responsabilités autour de nous. Pourquoi nous devons exister? Et pourquoi les aïeux nous ont légué ce que ils demandent aussi que nous léguions ou nous léguons à nos enfants et aux générations futures. L'héritage étant collectif, nous avons le privilège de pouvoir travailler pour que cela se réalise. J'aimerais également parler sur l'entrepreneuriat et le développement et l'amélioration des conditions sociales de la population. Dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, nous mettons l'homme d'abord au centre, mais l'homme doit être aussi l'innovateur. L'esprit d'innovation doit être en cette personne, mais ce n'est pas quelque chose qui est né instantanément. C'est un processus qu'on entraîne la personne à comprendre qu'il a des capacités, des potentiels, qu'il peut construire certaines capacités et développer certaines aptitudes. Et en fin de compte, le mettre devant ses responsabilités afin d'avancer et de percer. La population congolaise regroupe bien entendu beaucoup de personnes. D'ailleurs, il y a des formations au niveau de modules, disons, au niveau de l'université ou des institutions supérieures, où on enseigne l'entrepreneuriat. Mais combien sortent des universités et créent des entreprises? Beaucoup vont dire, oui, mais l'État congolais ne nous met pas dans des conditions appropriées pour que nous puissions exercer l'entrepreneuriat. Mais quand on remarque le nombre de flux monétaires qui circulent à Kinshasa, on se pose la question, est-ce que nous avons assez de l'imaginaire
de l'imagination, ou bien nous ne voulons pas exercer notre capacité de l'entrepreneuriat. Beaucoup sont ceux qui préfèrent commencer et abandonner, et beaucoup sont ceux qui préfèrent aller dans ce que nous appelons, bien entendu, l'informel. Il suffit d'être sur Victoire. Imaginez que chaque personne sur Victoire, sur le rond-point Victoire, bien entendu, la plupart d'entre ceux qui sont là, ils sont des entrepreneurs. Un cireur de souliers, des salons de coiffure. Il y a des jeunes qui vont, des jeunes passants qui appellent les passagers pour entrer dans des taxis. Il y a des mamans qui vous vendent le beignet au coin. Il y a des cambistes. Il y a ceux qui font le marchand passant, les marchands itinérants. Il y en a tout. Mais pourquoi on n'arrive pas à savoir les flux monétaires qui circulent rien que sur Victoire? Parce que tout est dans l'informel. Mais imaginez que nous arrivions à structurer des organes. L'entrepreneuriat améliore les conditions de vie des gens. Comment? À partir du moment où une personne a créé une entreprise, il ne va pas y travailler seul. Il va prendre 2, 3, 4 personnes. Ces personnes vont se retrouver directement avec un salaire fixe à la fin du mois. Ainsi, ils pourront se projeter à long terme pour pouvoir développer. Saisissons les opportunités qui sont devant nous. Mais bien entendu, toutes les opportunités ne sont pas aussi à saisir parce que certaines opportunités peuvent nous amener à l'échec. Mais nous devons mesurer l'ampleur de ce que nous voulons faire. Nous ne pouvons pas toujours viser plus haut. Je préfère aller dans un bureau. Je préfère travailler dans... Non. L'indépendance en nous-mêmes doit nous suffire dans ce en quoi nous sommes capables de pouvoir exceller. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me dis, il est très important que dans chaque rubrique, dans chaque partie de ce que nous sommes appelés à faire, nous devions nous poser la question, suis-je assez impliqué dans ce que je fais? Mais je rebondis également dans la diaspora. Et imaginez combien d'argent vous envoyez par mois au pays. Et imaginez si vous arrivez à former autour de vous des gens qui pourront faire développer les capacités entrepreneuriales. Oui, certains vont dire, l'État va faire. Mais l'État ne fait rien. Mais réfléchissons. Avant que l'État arrive à faire quelque chose, l'État vous interdit, vous, de pouvoir faire quelque chose? Si vous attendez que l'État puisse faire quelque chose, qu'est-ce que l'État attend de vous en contrepartie? Combien de Congolais sont disposés aujourd'hui à payer les impôts? Nous savons très bien à travers le monde que les impôts font partie de recettes sûres de l'État. Et d'ailleurs, dans le pays développé, payer des impôts ne peut pas être un sujet de débat. Tout le monde paye les impôts. Sur votre salaire, sur ce que vous achetez dans le supermarché ou dans un magasin, sur le carburant que vous mettez dans votre voiture, le parking là où vous avez mis votre voiture, la maison là où vous habitez, vous payez les droits aussi, le nombre de mètres carrés. Les impôts font d'office partie. Mais combien de Congolais aujourd'hui sont disposés à pouvoir payer les impôts? Rien que sur l'habitation. Nous disons, oui, mais l'État n'a pas d'argent. Mais l'État va avoir l'argent ou si nous ne voulons pas collaborer avec l'État dans la quête de financement. C'est vrai, beaucoup de personnes vont également dire, oui, mais je ne vais pas collaborer parce qu'en fin de tout, ils vont détourner cet argent. Ils ont également aussi raison. Parce qu'il y a eu la mégestion. 5 présidents dans 61 ans. Chers Congolais, il est temps pour que nous renouvelons la classe politique. Il est temps pour que nous renouvelons la mentalité congolaise, que nous mettons au centre de nos activités l'homme congolais, que nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat, pas dans l'informel, mais dans le formel.
que nous encourageons les entrepreneurs et que nous facilitons la possibilité à ce que l'État gère tous ces flux. Vous imaginez ici en Europe ou dans le pays, à travers d'autres pays à travers le monde, où il y a entre guillemets les développements, vous n'allez pas trouver des cambistes au coin des avenues en train de faire l'échange de monnaie. Parce qu'il y a des organisations structurées, des entreprises structurées qui gèrent ça, et tout sous la couverture de différentes banques, ainsi de suite. Imaginez combien d'argent circule entre les mains des Congolais tous les jours. Voilà. L'indépendance, 61 ans après. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quel est le rôle des politiciens? Quel est notre rôle, la population? Et quel est le rôle des acteurs de changement? La jeunesse, quelle est votre place? Comment vous voyez-vous 10 ans après? Comment vous voyez-vous 15-20 ans après? Quelle est la lecture que vous faites pour le Congo? Quelle est la lecture que vous voulez pour le Congo? Sommes-nous tombés dans le passif? Sommes-nous assez passifs et découragés, comme certains politiciens disent? Là où il y a la misère en Afrique, là où il y a des coins où vraiment ça tape fort, ils disent « Je préfère pas y aller parce que la carrière politique n'a pas été. Non, je préfère pas y aller parce que si j'y vais, je risque de mourir politiquement parlant. Parce que la famine, la douleur est très forte. » Vous, jeunes, allez-vous vous lancer dans ce défi pour pouvoir répondre à ces besoins et démontrer que là où c'est l'impossible, il y a toujours la possibilité de pouvoir devenir indépendant. Tel a été le message d'aujourd'hui, une réflexion pour certains, une mise en cause pour les autres, mais aussi l'analyse des réalités que nous vivons. Nous sommes en train de réaliser nous-mêmes ce que Mobutu a, en 1974, dit haut et fort, que les colonisateurs colonisent encore les pauvres, les colonisés, ou les exploiteurs exploitent encore les exploités. Mais nous les faisons autrement. Nous exploitons nos proches, nous colonisons nos familles avec tout ce qui est devenu comme vague de religion, de changement, d'aliénation intellectuelle et consorts. Nous continuons à le faire. Nous sommes en train d'exploiter la jeunesse dans le secteur rural. Nous les amenons à Kinshasa. Plus de monde, mais pour quel bien? Et ceux qui sont à Kinshasa préfèrent venir en Europe. Parfois, ils périssent au cours des routes. À la quête du bonheur, il n'y a pas de fin, mais nous devons apprendre à nous suffire à ce que nous avions. Nous avons tout de nous. La classe politique autour du président de la République, la diaspora, ne soyez pas les diasporis. Soyez non seulement des conseillers, mais des pratiquants des conseils, parce que c'est là où nous mesurons la grandeur de ce que vous êtes. La population compte sur l'acceptation, sur le travail fait sur l'homme, afin de répondre aux besoins. Parce que nous ne pouvons plus rester dépendants de quelqu'un. La population a besoin de changements, des social de la population. Le social doit impérativement se faire sentir. Et pour ce, vous et moi, nous devons y travailler. Et travailler dans ce à quoi nous avons acquis, en allant étudier à l'étranger, mais aussi ce à quoi nous avions y expérimenté autour de nous. Et en fin de compte, nous devons retourner chez nous. Nous ne devons pas fuir les défis qui sont autour de nous. Nous devons nous affronter. Affronter ces défis comme fut le cas en Europe, quand il n'y avait pas encore de l'eau, quand il n'y avait pas encore d'électricité, quand il n'y avait pas encore de chauffage, quand il n'y avait pas encore de maisons habitées avec assez d'isolation pour les saisons d'hiver. Oui, ces gens, ils ont bâti leur pays avec beaucoup de larmes et de douleurs. Ceux qui ont construit l'Europe ne sont plus là, mais ils ont laissé l'héritage à leurs enfants. Et nous, nous venons parasiter quelque part autour de ça. Pourtant, nous avons chez nous. Travaillons chez nous. Tel a été le message de l'indépendance que j'aimerais présenter ou
partager avec ceux qui me suivent régulièrement. Je vous remercie pour le temps ainsi que l'amour que vous portez à partager ces émissions. J'espère bien entendu que vous avez retiré ou on a partagé quelque chose de commun ensemble. Excellente journée et bien entendu, vive le 30 juin, vive la fête de l'indépendance, vive la République démocratique du Congo et surtout vive le père, le martyr qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance. Bino batoyo botonda bambongo boni bosambi na inote pasi nyonso ya soyo héritage ezala ya biso nyonso ko yawe tinda bokonzi na ye yawa tolembi mipala satana utadamu na ye vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret? Oh mon fils, j'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BET, ton état de santé s'est amélioré et ton tout dernier examen de l'autre forêt se montrait AA au lieu de SS. BET-SS, c'est un produit rénovateur des cellules sanguines falciformes et très efficace dans le traitement de l'anémie SS. J'ai une santé de fer. Peut-on vraiment guérir de l'anémie SS? Comment attrape-t-on l'anémie SS? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA, situé sur l'avenue Kisangani numéro 8 dans la commune de Ngaba, référence maison communale de Ngaba, vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces.